Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous sommes là pour couvrir deux actus assez incroyables d'un point de vue statistique. Dans un premier temps, nous allons forcément nous focaliser aujourd'hui sur la sortie de piste d'un 747 à Hong Kong. Les images ont fait le tour du monde et malheureusement, deux personnes dans un véhicule sont décédées suite à la collision entre leurs véhicules alors qu'ils faisaient une inspection au niveau de la périphérie du terrain et du 747 qui est sorti alors qu'il les était environ 80 nœuds de piste et ensuite est allé percuter la mer aux alentours des 90 km/h. Mais juste avant ça, on va revenir sur l'autre actualité de la fin de semaine dernière. C'est un 737 MAX, le fameux, au niveau 360, dans un vol entre Los Angeles et Denver, qui est du côté de Salt Lake City, ça a percuté un objet. Alors on savait tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un oiseau, parce que quand vous tapez un oiseau, et vous pouvez en taper à très haute altitude, vous allez avoir du sang, vous allez avoir des plumes, derrière on peut faire des enquêtes ADN et savoir même le type très précis d'oiseau. Là, il n'y avait pas ça. Néanmoins, le commandant de bord a été blessé, ils ont décidé de se dégager. L'équipage a pris la décision de se dérouter et ils ont bien fait car côté copilote, la vitre était très abîmée. Et après quelques jours, on a John Dean qui est tout simplement le patron de Winborne Weather qui font des petits ballons ultra légers lestés avec du sable qui est venu sur les réseaux sociaux et qui a dit il semblerait que ce soit un de nos ballons. Alors, il respecte la réglementation américaine, il publie des NOTAM, enfin il donne les informations pour que les Américains puissent publier des NOTAM. Je vous rappelle que NOTAM sous Biden c'était Notice to Air Missions, que c'est redevenu Notice to Airmen sous l'ère Trump, pas une blague. Et donc on en sait un peu plus sur l'énergie au moment de l'impact. Donc on a notre 737 qui est aux alentours des Mach 0,8 qui vient taper ce petit ballon et on voit les dégâts. Donc j'ai envie de vous dire, ça nous permet d'avoir une petite idée. Le jour où on a un objet spatial qui tape le 737, ça sera sûrement moins encore une situation d'avenir. Toujours est-il, kudos, comme on dit, au 737 MAX. Il a bien tenu. Je vous rappelle que l'énergie, c'est avec le carré de la vitesse. Donc si vous aimez les mathématiques, il y a de quoi réviser là. Toujours est-il, une enquête aura lieu et ça nous permettra d'en savoir plus sur comment se prémunir de ce genre d'événements dans le futur. Mais dans tous les cas, c'était un bon moyen de reparler des ballons sondes, qu'ils soient chinois ou civils, car leur vocation est de collecter de la data, des données pour permettre des modèles et pour la fiabilité des modèles météo. Et là, on peut donc dire qu'après le F-22 qui a eu des kills au-dessus des États-Unis, le 737 MAX a eu son premier kill sur un ballon. On en revient au 20 octobre dernier, il est 3h53 du matin, un 747-400F, F c'est pour Freighter, fret, qui est opéré sous un call sign Emirates, un indicatif d'Emirates, car même s'il appartient à Air Act, c'est en fait ce qu'on appelle du wet lease de la part d'Emirates. Emirates attend encore certains de ces 777 cargo, ça prend du temps, donc du coup ils sont obligés de sous-traiter, ils louent en fait chez Sky Cargo, Air Act, là ils louent des avions avec des équipages qui sont turcs, qui leur permettent de faire leur business et de continuer à se développer en attendant l'arrivée des 777 cargo. La machine, le 747, a 32 ans, premier vol c'était en mai 93, les 747-400 sont les plus vendus, on les reconnaît notamment grâce au Winlect d'1,80 m, c'est ma taille en bout d'aile, c'est vraiment la première version. On était avec deux pilotes, pas besoin de mécanicien navigant, on va revenir dessus. Vous aviez la version D pour du vol court courrier avec 660 passagers, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et après, vous avez des versions longue portée qui peuvent aller loin, avec en gros une capacité à faire plus de 14 000 km d'un coup. C'est quand même pas banal. Le dernier des 400, il a été fabriqué et livré en décembre 2009. Je vous rappelle que les 747 Queen of the Sky ne sont plus fabriqués, que c'est donc la fin de cette ère, et qu'on a entendu parler en France du Air France 72, c'était le 13 septembre 93, regardez ces images, c'était un vol Paris-Tahiti, via Los Angeles, avec un 747-400, et accrochez-vous bien, alors qu'il se pose, ils ont eu un souci avec le moteur numéro 1, donc le plus à gauche, la reverse ne part pas, le moteur se retrouve plein gaz, ce qui va créer un couple dissymétrique au niveau de la machine qui ne peut pas être contré et qui va amener l'équipage à sortir de piste. Et vous allez voir qu'on va s'intéresser un petit peu à cette problématique sur ce quadrimoteur du réacteur 1 et du réacteur 4 et de leur bras de levier et de l'impact de ce bras de levier en cas de poussée dissymétrique. Car pour sortir de piste
et partir comme ça plein gauche aux alentours des 100 nœuds, vous allez voir qu'il n'y a pas 40 raisons, et c'est ce qu'on s'apprête à voir dans cette vidéo. Jingle. Roger ball. Notre vol Emirates, donc EK97-88, 6h53 de vol, a décollé d'un petit terrain à côté de Dubaï, enfin petit, vous m'aurez compris, mais pas le terrain principal, va se poser à Hong Kong International, pas le fameux avec l'approche à vue, le nouveau construit sur la mer et qui est régulièrement patrouillé par des véhicules, on appelle souvent véhicules de piste, mais des véhicules de sécurité. Une patrouille de sécurité pour s'assurer qu'aucun activiste, que personne ne pénètre dans l'enceinte. Nous avons un vent qui vient de la gauche, qui vient du nord, du 0,20 pour être précis, aux alentours des 20 nœuds. Ça nous donne une composante de traversée de l'ordre de 16 nœuds. Je crois que cette version du 4.7 peut monter à 35, voire 39 nœuds travers. Donc on est à 40% de la composante traversière maximale, c'est pas un facteur. On a une pression de 1011, il fait chaud, 27 degrés, mais rien de tragique. On a vraiment de bonnes conditions pour faire le vol. Le créneau horaire pour le vol n'est pas forcément facile, mais les pilotes de cargo sont habitués, vous pouvez facilement les repérer grâce aux poches sous les yeux. À savoir qu'à cet horaire-là, il y a pas mal de mouvements quand même sur la plateforme de Hong Kong. Vous avez les vols qui arrivent du Moyen-Orient et les vols également qui arrivent transpacifique de l'autre côté. Si on regarde les data flight radar, il semblerait que l'approche était stable. Donc qu'est-ce qui nous intéresse quand on va observer un vol comme ça a posteriori? On va regarder si l'approche était stabilisée. Et là, vous allez me dire que ma maquette est trop petite. Voilà une maquette plus grande. Pour pouvoir se poser, un avion de ligne doit passer en fait dans des portes visuelles imaginaires dans le ciel. Un peu quand vous faites des jeux vidéo, qu'on vous met des sortes de fenêtres. Donc il faut passer à travers ces fenêtres. Pour pouvoir passer à travers ces fenêtres, eh bien, il faut respecter des paramètres et être à certains moments de votre checklist. C'est ce qu'on appelle une approche stabilisée. Je vous rappelle que le pilote doit mériter le posé et que vous n'allez poursuivre votre approche jusqu'au posé que si vous avez satisfait vos rendez-vous, vos grands repères d'approche stabilisée. Donc un exemple, c'est par exemple à 1000 pieds sol. À 1000 pieds sol, vous devez être à la vitesse de référence, plus quelques nœuds, moins quelques nœuds, avec un écart par rapport à la trajectoire verticale qui doit être assez faible et vous devez avoir commencé votre checklist atterrissage. Si par exemple vous êtes à votre vitesse de référence plus 10 nœuds, vous êtes au-delà de ce qu'on vous autorise dans vos procédures, vous n'avez pas le droit de poursuivre l'approche, vous devez remettre les gaz. Mais si vous avez tendance à faire une bêtise, que vous êtes tunéisé mentalement comme on dit, eh bien vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Donc on vous a mis une deuxième fenêtre à 500 pieds. Et là, 500 pieds, 150 mètres sol, vous devez être à la vitesse de référence avec une marge de manœuvre beaucoup plus faible qu'à 1000 pieds. Vous devez avoir terminé votre checklist atterrissage, sinon on refait un tour. Et vous devez être bien positionné sur le plan vertical, donc vous devez, comme ça, cocher ces différents critères pour avoir le droit de poursuivre votre approche. Ensuite, juste avant de toucher, vous devez être au bon endroit pour pouvoir poser. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez touché que la mission est terminée. Au contraire, un 747, c'est quand même 400 tonnes en masse maxi au décollage, à peu près la moitié au posé. Vous pouvez partir avec 216 000 litres d'essence, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, je crois qu'il était plutôt léger, mais quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc une fois que vous avez posé, il va falloir bien maintenir la piste. Et là, vous pouvez avoir plusieurs soucis. Qu'est-ce qui peut se passer? Généralement, vous allez enclencher les reverse. Je dis généralement, donc cette poussée qui va faire changer la forme un petit peu des entrées d'air des réacteurs pour commencer à envoyer le flux d'air devant vous pour vous freiner. Ça va vous permettre de freiner de l'ordre de 10%. Et la reverse, maintenant, est interdite sur certains terrains pour des raisons de nuisance sonore. Je vous rappelle que le contrôle aérien a généralement comme mission la sécurité, le côté opérationnel et maintenant également une dimension environnementale, que ce soit l'économie de pétrole par les trajectoires ou que ce soit par les abattements sonores, par les nuisances sonores. C'est quelque chose
il faut faire très attention dans l'aérien. Si vous ne respectez pas les bonnes procédures, vous allez vous prendre des problèmes au niveau de votre licence et également des amendes, pourquoi pas, pour votre compagnie. Donc une fois que vous êtes au sol, comment est-ce qu'on maintient la contrôlabilité de l'avion? Vous allez avoir toujours le palonnier qui va, avec ici la dérive, vous permettre de maintenir la dirigeabilité de l'avion. Problème, ça va fonctionner quand vous avez beaucoup de vitesse. En dessous d'environ 100 nœuds, sur 747, vous allez perdre beaucoup d'autorité et la dérive ici, le palonnier, ne va pas vous permettre vraiment de maintenir la contrôlabilité. Alors si tout va bien, ça va, mais après derrière, ça va être au niveau du train avant, ce qu'on appelle le nose wheel steering. Le train avant, vous allez pouvoir le faire bouger, vous allez faire bouger votre petite roue, et c'est ce qui va vous permettre de diriger l'avion. Maintenant, les problèmes, c'est quoi? C'est, imaginez, j'ai mes réacteurs ici. Si j'ai un réacteur qui commence à pousser, eh bien, ça va créer un couple qui va être tel qu'aux alentours des 100 nœuds, même si je mets plein pied à gauche, je ne pourrai pas compenser. D'après les contacts que j'ai eus, c'est tellement important qu'à l'époque où il y avait des mécaniciens navigants à bord, donc avec le 400, c'est arrêté, eh bien, le mécanicien navigant, c'est lui qui allait surveiller, enclencher les reverse, et puis après, derrière, s'il y avait un souci, il allait même, si besoin, couper le moteur, pour vous donner une idée. Donc tout ça était prévu, était réfléchi, donc c'est un problème. Et sur ces avions avec ce grand bras de levier, voilà, ce dont il faut se méfier, surtout sur ces quadrimoteurs, c'est moteur 1 ou moteur 4 qui s'énerve, qui ne fait pas ce qu'il est censé faire, et auquel cas, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de contrôlabilité. Sur un bimoteur, on peut connaître ça également avec ce qu'on appelle, surtout les multimoteurs, mais la VMCA, la vitesse minimum de contrôle air. C'est-à-dire que vous avez une poussée dissymétrique entre une certaine vitesse, on ne peut plus contrôler l'avion, il faut réduire le moteur pour récupérer de l'autorité. On a déjà pas mal parlé sur la chaîne. Donc c'est vrai en l'air, ce qu'on n'a pas encore dit sur cette chaîne, c'est qu'il y a également un monde où c'est vrai au sol, il faut faire donc très attention à ça. Donc l'approche était stable, ça se pose correctement. Et là, à 87 nœuds, ça part sur le côté. Quand on regarde les trash flight radar, on voit que ça part sur la gauche. Maintenant, il faut se méfier parce qu'en fait, ça nous donne la trajectoire médiane entre deux points. Donc on ne sait pas si dès le début, l'avion est parti un peu vers la gauche ou s'il a bien continué sur l'axe avant d'un coup de faire son embardée. Qu'est-ce qui pourrait amener une embardée brutale? Eh bien, il n'y a pas 36 raisons. Il y a un souci au niveau du train, on a vu des affaissements de train ces derniers temps, donc un souci au niveau du train, donc le train qui peut s'affaisser, un souci au niveau du train avant, de la contrôlabilité, c'est déjà arrivé sur ces avions, un souci au niveau du freinage, avec par exemple un frein qui se bloque d'un côté, tous les systèmes automatiques qui ne vont pas marcher, donc un gros souci au niveau du freinage. On a vu également récemment sur la chaîne un cas de rafale avec le pilote qui avait du mal à freiner et les petits pieds, et du coup qui se retrouve a mal freiné sur un atterrissage section qui a failli percuter son leader. On peut également avoir un souci au niveau des réacteurs. Donc quand on va passer les reverse, certains réacteurs qui ne passent pas en reverse, on l'a vu avec le vol Air France, je vous en parlais tout à l'heure, ça a amené une sortie de piste. D'ailleurs, Air France 72, l'avion a revolé, il a été retiré du service après, dans les années 2010. Ensuite, dans les autres cas, mais extrêmement peu probable ce jour-là, c'est le verglas, par 27 degrés, j'y crois pas trop. L'aquaplaning, il n'y avait pas de précipitation, mais c'est des choses auxquelles il faut penser. On voit souvent des sorties de piste à cause de ça. Et après, une erreur humaine avec un souci entre les commandes et le siège, avec le pilote qui fait une erreur. Il est tôt le matin, c'est pas forcément facile. Maintenant, le point qu'on peut tirer de tout ça également, c'est que votre atterrissage est terminé une fois que la mission est débriefée. C'est-à-dire que souvent on voit des personnes qui se posent, ça y est, ça décélère, tu testes un coup les freins, c'est bon, tu commences à rentrer les volets, à faire des trucs. Non, généralement il faut vitesse contrôlée. Nous dans l'armée, vitesse contrôlée, on se met sur la demi-bande lente, au cas où il y a d'autres avions derrière qui se posent, et puis après on dégage en toute tranquillité. Il faut quand même savoir que quand on dégage une piste, on a les bretelles rapides ou les bretelles lentes. L'angle n'est pas le même et il peut arriver avec les avions de ligne de dégager assez rapide. On a des bretelles haute vitesse exprès, mais on ne dégage pas à 90 nœuds, c'est plutôt à 30 nœuds. Maintenant, par rapport au terrain, vous avez déjà entendu parler de sortie de piste, on en parlait beaucoup sur cette chaîne. Vous avez des sorties de piste au décollage, souvent pour un problème de configuration, de givre, les volets pas sortis, problème de calcul, ou le pilote qui va trop tirer sur le manche, qui va frotter au niveau de l'arrière, ça va gêner. Mais surtout, on va avoir des soucis au niveau du posé. Posé parce que le pilote pose trop tard, n'a pas une approche stabilisée, ou alors sortie de piste avec une accélération arrêt qui se passe mal. Normalement,
l'accélération arrêt est calculée pour vous permettre de vous arrêter avant le bout de la piste, mais il y a toujours des cas qui peuvent être un petit peu extrêmes. Donc en résumé, sur cette vidéo, ce que ça nous rappelle, eh bien déjà, c'est que sur un terrain ou autour d'un terrain, il faut être vigilant, que des gens sont déjà morts en ayant raison, malheureusement. Vous pouvez être en train de circuler, d'avoir rien fait de mal, vous prenez un 747, c'est malheureusement pas les premiers, c'est probablement malheureusement pas les derniers. Ce qui est important dans l'aérien, c'est que chacun à son niveau fasse bien son travail. Donc l'enquête nous permettra de voir si c'est un problème humain, si c'est un problème mécanique, si c'est un problème de l'humain avec de la mécanique, donc d'un point de vue maintenance. Ça va prendre de longs mois, on vous tiendra au courant sur cette chaîne quand on aura le compte-rendu qui sort. Et si vous faites de l'aviation légère, n'oubliez pas que la mission est terminée une fois que le moteur est coupé, que vous avez retiré la clé, que vous êtes rentré chez vous avec la mission débriefée. Parce qu'il y a peu de chances que cet équipage pensait qu'en décélération passant 90 nœuds, ils allaient faire un 45 gauche. Maintenant, ils ont eu de la chance. Dans leur malheur, pour l'équipage, ils ont survécu ceux qui étaient à bord. Et vous voyez d'ailleurs, ils étaient 4 à bord, les toboggans en action. C'est pour ça que les toboggans sont toujours armés. Ils sont désarmés avant l'ouverture de la porte quand tout va bien. Donc de base, ils vont se gonfler. Pour rappel, les toboggans peuvent également servir de canot de sauvetage. Ça se détache et après, vous pouvez rester dessus en attendant les secours. Si vous avez l'impression qu'il y a une grande accidentologie au niveau des avions de fret, il faut savoir que ça vole beaucoup la nuit, que ce sont des horaires qui sont pas faciles et qu'on a quand même 100 à 150 000 vols par jour qui se passent en toute sécurité. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire intervenir en entreprise. On parle de sécurité, on parle de leadership, de followership, de communication, d'excellence opérationnelle. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site web et à nous contacter, que ce soit pour la fin d'année, que ce soit pour le début d'année prochaine, en présentiel, en distanciel, workshop, soirée, séminaire, formation professionnelle. On va bien trouver un moyen d'intervenir et d'impacter vos collègues. Je vous dis à très bientôt, à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. On a beaucoup de vidéos en montage, là il y a pas mal d'actualités et fly safe.